toujours trop humain. Est-il possible de faire le point? Est-il possible non pas de mettre un point final, bien sûr, mais de relever quelques repères de notre navigation à travers l'océan viral? Et il est aussi devenu cet océan un océan de discours. La logorrhée qui accompagne toutes les épidémies n'a pas manqué de nous emporter. Il y en a trop, ça tournoie, ça vibrionne, au point que le mot philosophie ressemble aux vrilles de la vigne ou aux anneaux d'un serpent sifflant. C'est humain, trop humain. Mais peut-être, justement, nous fallait-il un peu trop d'humain pour moins mal nous comprendre nous-mêmes. Est-ce le cas? Le maelstrom a-t-il expulsé quelques objets curieux, dignes d'intérêt? Je le crois. En dehors même des objets sociaux et politiques directement projetés sur le devant de la scène, comme c'est le cas en ce moment aux États-Unis, de façon le plus visible, dans beaucoup de pays de façon plus ou moins visible, comme par exemple au Yémen, mais aussi de façon, on pourra dire visible ou non visible selon comment on apprécie, mais par exemple en France, où les questions sociopolitiques sont évidemment de plus en plus brûlante actualité. Mais je crois qu'il y a quelques points intéressants pour la pensée qui ressortent de notre tourbillon de quelques 3 mois. Sans qu'il s'agisse de découverte, je pense que nous pouvons repérer quelques signaux, quelques balises pour la suite de notre long cours, qui ne fait que continuer, sinon commencer. Il y aura donc pour moi 5 points qui se disposeraient sous ces 5 titres. 1. L'expérience. 2. L'autosuffisance. 3. La bioculture. 4. L'égalité. Et 5, le point. Développons. 1. L'expérience. Nous faisons encore une expérience, c'est-à-dire l'épreuve d'une réalité inédite. Ce qui a été proprement inédit, c'est le phénomène d'une contagion virtuellement mondiale et particulièrement retorse, complexe et labile. Toute expérience est l'expérience d'une incertitude. La certitude, le savoir assuré de lui-même et par lui-même, forme la marque distinctive, on le sait, de la vérité cartésienne, qui, loin d'être exclusivement française, ordonne en fait toutes nos représentations de savoir scientifique, technique, sociétal, politique et presque culturel. C'est donc, en un sens, l'ordre entier de nos assurances et de nos confiances qui est mis à l'épreuve, ou sinon l'ordre entier, la matrice de nos assurances. Pour cette raison, nous faisons vraiment une expérience, c'est-à-dire nous sommes poussés hors de notre programmation. Ce n'est pas nouveau. L'incertitude s'agitait déjà depuis plusieurs décennies. La face du monde ne cessait pas de se modifier de manière de plus en plus imprévue,
nos trébuchements et nos désastres nous prenaient de plus en plus au dépourvu. Mais les signaux politiques, écologiques, migratoires et financiers n'arrivaient pas à donner force d'expérience à ce qu'un minuscule parasite a doté de la virulence de l'inouï. L'inouï, le plus souvent, on l'avait en fait déjà entendu, mais on ne l'avait pas perçu ou pas reçu en tant qu'inouï. Maintenant, l'expérience nous oblige à le recevoir. Faire une expérience, c'est toujours être perdu. On perd la maîtrise. En un sens, on n'est jamais vraiment un sujet de son expérience. C'est elle plutôt qui suscite un sujet nouveau. Un autre nous est en gestation. Une expérience dépasse, déborde, ou bien ce n'en est pas une. Elle déborde son sujet avec son objet. Comprendre l'expérience, l'identifier, c'est déjà l'intégrer à un programme d'expérimentation, ce qui est tout différent. Sans programme, on touche à l'incalculable, qui par définition est hors de prix, qui est donc ce qui vaut en soi absolument. Et la seule idée de ce qui vaut en soi absolument est plus que remarquable. De l'autosuffisance. Avec la certitude et l'assurance, il n'est pas surprenant que nous ayons senti s'ébranler l'autosuffisance, celle de l'individu, celle du groupe, celle de l'État, ou bien de telle institution internationale, celle des autorités scientifiques ou morales. De toutes les manières, c'est raviver une interdépendance, celle de la contagion, aussi bien que celle de la solidarité, celle de la tenue à distance, aussi bien que celle de la considération mutuelle, celle de la cohésion qui observe les règles, aussi bien que celle de l'anarchie qui pousse à tout réinventer. Ce qui fait le plus sérieusement repère dans cette déstabilisation de l'autosuffisance, c'est le motif de l'auto. L'automobile, avec sa mise en panne et en crise, la question redoutable aujourd'hui de sa transformation et de son rôle social, l'automobile pourrait à elle seule fournir l'emblème très concret de ce motif. L'auto, le par soi-même, encore un grand motif cartésien, la volonté autonome, la conscience de soi, l'autogestion, l'automation, l'autarcie souveraine, marquent les angles saillants de la forteresse occidentalo-mondiale, technologique et autodéclarée démocratique. C'est cette forteresse qui aujourd'hui tout à la fois se fissure et se reconfigure. On avait attendu un homme total et totalement autonome. On se retrouve avec une ou plusieurs multitudes que totalise plutôt une inhumanité ou du moins une lourde inquiétude sur la capacité à se suffire de cette supposée humanité. Par quelque bout qu'on la prenne, elle est trop ou trop peu, trop informée et sachant trop peu, trop nombreuse
et trop peu rassemblée, trop puissante et trop peu capable, trop autonome, surtout, et trop peu autorégulée. L'autosuffisance, qu'aucun philosophe, en fait, pas même Descartes, pas même Hegel, n'a assumé, et que toute la pensée met en cause depuis Nietzsche, sinon depuis le même Hegel. L'autosuffisance pourrait bien être ce sur quoi bute la modernité. Du connais-toi toi-même de Socrate à affecte-toi toi-même de Schlegel, court l'ambiguïté qui fait oublier que le même est toujours un autre. C'est pourquoi les appels à l'altruisme sont toujours stériles. Ils invoquent un autre extérieur, extrinsèque. Or, c'est une altérité intrinsèque qui fait la structure et l'énergie d'une identité, qu'il s'agisse d'une personne, d'un peuple ou du genre humain. En un sens, le virus est comme l'emblème d'une altérité intrinsèque. Avec l'auto, donc la suffisance en général se met en cause. Qu'est-ce qui peut suffire, c'est-à-dire satisfaire, combler? Qu'est-ce qui peut suffire pour ce qui est toujours trop ou trop peu, ce qui, au lieu de se contenter d'être, devient, désire et décède, c'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut suffire pour ce qui vit, pour ce qui existe? Peut-être n'y a-t-il pas de suffisance. 3. La bioculture. J'entends par là non pas l'examen des tissus vivants en laboratoire, mais notre culture au sens le plus large, en tant que le semi-signifiant bio y clignote désormais à tout propos, lui donnant le sens de vie organique au lieu de son sens attique de conduite de la vie, bios. Nous avons mis ce signifiant au centre de nos préoccupations depuis que nous avons fragilisé l'ensemble des vivants. Le bio doit être préservé, soigné, cultivé. Et on faisait grand cas jusqu'ici des menaces qui étaient supposées lui adresser ce qu'on appelait une biopolitique, terme qui devait stigmatiser le calcul des conditions de rentabilité productive d'une population. Or, voici que la pandémie met à l'honneur la gestion publique, qu'elle soit autocratique ou libertaire, peu importe pour le moment, la gestion publique de la santé, et donc en principe de l'ensemble des conditions de vie sociale et donc individuelle. Ainsi, la biopolitique, concept déjà très douteux, a fait une étrange culbute, ce qui permet peut-être d'y voir plus clair. En un sens, ce renversement ne fait que rejoindre un mouvement déjà ancien vers un idéal de santé dont l'asymptote serait sans surprise un auto-entretien illimité de la vie humaine, qui contrasterait d'ailleurs avec les conditions faites aux autres vies. On peut alors se demander si c'est dans une politique biologiste qu'on mettrait désormais l'attente d'une démocratie épanouie. Une politique de la vie et du soin répondrait-elle
au bien vivre, au zen, qu'Aristote donne comme but à la cité. Nous savons bien que non. La pandémie nous montre qu'éviter les virus ne définit pas le bien d'une vie ni individuelle ni collective. Le bio ne fait pas le zen. Mais si en même temps nous refusons d'être emportés dans la spirale infernale de la production et de la consommation, alors il nous est enjoint de redéfinir un bien vivre. Et celui-ci ne peut éluder la mort, la maladie et de manière générale l'accident et l'imprévisible, l'inouï, qui font partie intrinsèque, là encore, de la vie. Autrement dit, et pour autant que notre société ne porte plus la représentation d'une autre vie, il nous faut penser la vie au-delà du bio. Il faut nous colter avec ce que Derrida remarquait comme la polysémie du mot survivre. Il s'agit alors aussi de plus que de politique, si du moins nous cessons d'abuser de ce mot en lui faisant nommer une vague totalité de sens où on ne distingue plus entre la gouvernance et l'existence. Bios, polis, vie et cité sont devenus nos signifiants les plus opaques et aucun algorithme n'en produira des sens nouveaux. Il nous faudra parler une autre langue que notre pauvre grec déglingué. 4. L'égalité. Tout ce qui précède conduit à ce point. Tous, poussés ensemble dans une expérience où nous rencontrons les limites de notre autonomie et celles de notre vie, nous sommes aussi confrontés avec l'égalité que certes nous croyons professer, mais qui en réalité ne cesse pas d'être mise à mal, et violemment, à tous égards et de toutes parts. D'ailleurs, les réactions liées à la liberté, à nos petites libertés de déambulation, ont été dans les pays développés beaucoup plus vives que les constats imposés par les inégalités, notamment en matière de protection sanitaire et sociale. Et ainsi, pour le résumer par ce mot, jamais le concept proposé par Balibar de égalité n'a été sollicité dans nos pays, bien sûr. Or, nous ne le savons que trop, l'inégalité n'a jamais été aussi criante à la surface de la Terre, c'est-à-dire jamais aussi forte et jamais aussi intolérable, car il y eut jadis des inégalités intégrées à des hiérarchies sociales que ne remplacent pas, au contraire, les échelles techno-financières réelles, symboliques et imaginaires. Notre civilisation pose en principe une égalité qu'elle suppose fondée dans une égale valeur ou dignité des vies humaines. Et je laisse forcément ici de côté la question, bien sûr, nécessaire des autres vies. C'est la vie qui confère en somme automatiquement l'égalité. Les hommes naissent libres et égaux, dit la déclaration de 1789. Le verbe naître porte là une charge considérable. Naître est-il un acte ou une opération biologique? Et sinon, quels sont ces enjeux? Je ne m'arrête pas plus, sans omettre pourtant de noter que les mêmes questions qui se posent pour naître se posent à propos de mourir. Une chose devient aujourd'hui manifeste. Nous
ne savons pas ce qui nous fait égaux. C'est pourquoi le plus souvent nous nous contentons de le postuler ou de le projeter dans un monde meilleur. Mais l'inégalité réelle est en train de nous obliger à ne plus différer une réponse. Ce qui ne correspond plus exactement au schéma de la lutte des classes n'en est pas moins poussé par une pression aussi puissante. Il n'y a, en effet, aucune raison pour qu'il y ait des damnés de la vie, et donc des vies de damnés, si notre raison d'être est de naître et de mourir, et non pas d'acquérir des biens, des pouvoirs et des savoirs. Ou encore, si notre raison de vivre ne peut se trouver que dans le sans raison d'un plus que vivre comparable à celui de la rose d'Angelus Silesius. Vous savez, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, ne se soucie pas de soi, ne cherche pas si on la voit. Cela même n'est-il pas très humain? Trop? Mais qui peut donner la mesure de naître et de mourir, de paraître et de disparaître? Peut-on trop paraître et trop disparaître? Donc, cinquièmement, je fais le point, je reste bref, il ne s'agit que de faire le point. C'est un point, en effet, sans dimension, un point de bascule, de renverse ou de révolution. Pouvons-nous faire du sans pourquoi une mesure de civilisation? Si nous ne le pouvons pas, il n'est pas sûr que nous puissions encore aller très loin sur notre trajectoire déjà vacillante. Tout le reste est agitation virale. Serions-nous trop humains pour nous passer du pourquoi? Mais n'est-ce pas au fond le sans pourquoi que nous comprenons déjà obscurément, confusément, en vivant nos vies de tous les jours? Nous savons, à notre insu, j'oserais dire nous savons comme spontanément, que sans raison est plus fort, plus intense que toute raison, comme l'éclat d'une fleur, comme un sourire ou comme une chanson.